La réconciliation avec ses racines a lieu en 1976 lors d'un documentaire retraçant sa vie. C'est à cette occasion qu'elle retourne pour la première fois dans sa maison d'enfance à Choubra, au Caire. Ce retour en Égypte est un retour très douloureux. Elle pleure en montant les étages parce que tout le passé ressurgit. La maison est très abîmée. C'était un quartier de coloniaux qui est maintenant un quartier évidemment d'Égyptiens, arabes, très pauvres, encore plus pauvres qu'à l'époque. Quand je suis retournée, j'étais très déçue et j'étais vraiment très touchée. Je ne reconnaissais plus ma maison. Tout a changé finalement, ce n'est plus la même chose. Même le pays lui-même, c'est pas la même chose. Mais Dalida comprend aussi qu'en Égypte, elle est une star. Seul souci, jusqu'à présent, elle ne chante pas en arabe. Un reproche que lui fait son public. Quand elle s'était produite dans le stade du Caire, tout le monde lui chantait oh, Dalida en égyptien, en égyptien, en égyptien. Elle avait promis, la prochaine fois que je viendrai, je vous promets que je chanterai en égyptien. Et cette chanson, c'est Salma Ya Salama, un air issu du folklore égyptien qu'Orlando fait adapter. Il garde que le refrain, Salma Ya Salama, Rokhna Ougina Bi Salama, et il fait les couplets contemporains. Cette chanson va faire d'elle une star extraordinaire dans tout le Moyen-Orient. Chaque pays du Moyen-Orient s'est attribué la chanson, elle est devenue là-bas une divinité. Ce titre est diffusé jusqu'en Israël. Ironie de l'histoire pour celle qui a été interdite de chanter dans un pays arabe, le 20 novembre 1977, Salma Ya Salama va permettre de rapprocher les peuples au Moyen-Orient. Anwar el-Sadat, qui est le président égyptien, se rend en Israël pour discuter un traité de paix avec Mohamed Begin. C'est donc une visite ultra officielle. Il est accueilli par une fanfare qu'il joue Salma Ya Salama. En une époque difficile où la guerre est partout, elle va devenir pour les chefs d'État et pour le peuple une véritable ambassadrice de paix. Elle est reçue par Hassan II en particulier, elle va en Jordanie, elle va dans tous ces pays. Et aujourd'hui encore, dans les pays arabes et en Israël, Dalida est une icône. Dans un registre beaucoup moins politique, Dalida connaît son plus grand succès avec une chanson, Gigi l'Amoroso. Dalida, qui aime jouer la comédie, demande à ses auteurs de lui composer un titre où elle peut interpréter des personnages sur scène. C'est comme une comédie dell'arte à l'italienne. Une espèce de mini-opéra. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures? Tu pleures, Gigi? Gigi l'Amoroso, il y a toute une mise en scène parce que c'était un peu une comédie musicale. Quand nous l'avons enregistrée, c'était un problème parce qu'on s'est dit jamais elle passera à la radio, elle est trop longue, elle fait 7 minutes et demie. Mais on l'avait pensé simplement pour la scène, pas pour la radio. Après, comme c'est devenu un succès, alors il la passe. Mais ce qui fait surtout le succès de cette chanson, c'est que Dalida l'enregistre dans plus de 6 langues, dont une version en japonais. Compris. Tout, on prononce tout. Il faut faire attention, le chi et ti. Et puis wa, il ne faut pas trop prononcer le W et wa. Wa. Oui. Ah oui, c'est comme si le W n'existait pas, qu'il y avait un nu à la place. C'est ça. Disons, oui. Pour nous. Wa, oui, d'accord. Avec Gigi l'Amoroso, Dalida est propulsée en tête des ventes dans 12 pays. Elle bat même le record détenu par Frank Sinatra avec Stranger in the Night, ce qui lui vaut la récompense ultime. Cette récompense, c'est l'Oscar mondial du succès du disque 1974 pour Gigi l'Amoroso et 18 ans. C'est la seule artiste française européenne à avoir eu un Oscar mondial en 1975. Elle est en quête d'un amour absolu qu'elle ne trouvera jamais. Donc, ça ne suffit jamais. Il n'y en a jamais assez, en quelque sorte.
En 1978, Dalida est désormais prête à affronter le plus grand défi de sa carrière internationale, le marché américain. Et pour séduire ce public, elle adapte une chanson d'après-guerre. Dalida sera dans 8 jours la vedette du Carnegie Hall à New York. Elle va essayer de relancer aux États-Unis une danse qui était en vogue il y a 30 ans, le Lambeth Walk. J'entendais ma mère et mes tantes chanter et danser le Lambeth Walk. Je me rappelle que ma mère s'est tapée dans les cuisses. Hi. Et puis un jour, je ne sais pas, je me suis surprise là dans ma maison de Montmartre à chanter cette chanson. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est une bonne chose, il faudrait la faire. On fait renaître à nouveau le Lambeth Walk. Le point culminant, c'est quand même le Carnegie Hall à New York, où elle vient pour 2 soirs. Elle arrive sur le territoire et puis quelque part elle a un peu la fausse, elle a peur. Elle dit mais qui m'attend aux États-Unis? Je n'ai jamais fait carrière. Bien sûr, on lui rit au nez. On pense que la salle ne va être composée de que quelques amis français. Dalida joue gros. Le Carnegie Hall est une salle mythique à New York. Elle sait qu'elle est attendue au tournant. Très rare qu'on a vu des vedettes étrangères en Amérique qui ne chantent pas en anglais réussir en Amérique. Eh bien, si j'ai réussi, ce serait merveilleux. Elle est profondément émue de voir son portrait immense sur les murs de New York. Les gens commencent à l'arrêter, à lui demander des autographes. Elle avait l'air incroyablement surprise. Je me suis rendu compte que 22 ans de carrière, avec un travail en profondeur en Europe, en Asie, partout, sauf aux États-Unis, ça a rapporté aussi ses fruits. Le grand soir, Dalida chante en 5 langues tout son répertoire. C'est un triomphe. Tous les Français de New York et d'une bonne partie de l'Amérique sont là. Il y a également un important public américain. C'est archi complet et elle devient une star aux États-Unis. En 30 ans de carrière, Dalida a interprété plus de 400 chansons en langue étrangère. Mais elle est surtout devenue pour les peuples celle qui a su chanter pour eux. Nous sommes au début des années 50. Dalida arrive en France et à l'époque, elle n'a rien à voir avec la vampe blonde qui est restée dans la légende. C'est une jeune femme brune qui ne veut pas chanter mais faire du cinéma. Elle débarque de son Égypte natale sans un sou en poche, mais elle est déjà persuadée qu'elle sera un jour une star. Et vous allez voir qu'un petit détail va lancer sa carrière de chanteuse, c'est son accent italien. Alors comment Yolanda Gigliotti est-elle devenue Dalida la superstar et comment surtout a-t-elle réussi à percer dans le milieu si cruel du music-hall? Regardez. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sur ton mandolino, mon petit bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Avec Bambino, la France découvre une jeune chanteuse de 24 ans, Dalida. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi, va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. La bambinite envahit la France en 1957. La chanson, tout le monde la connaît, tout le monde la fredonne dans la rue. C'est un titre d'ailleurs qui bat le record jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est resté carrément 12 mois numéro 1 et presque un an et demi dans les 10 ou les 15 premiers de l'époque. Voilà. Dès ses débuts, Dalida marque les esprits. Elle devient la figure emblématique d'une nouvelle génération de chanteuses, les méditerranéennes. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Quand elle est arrivée, qu'elle a chanté Bambino la première fois, il paraît qu'elle a démodé tout le monde. Dalida arrive vraiment dans le paysage français comme un rayon de soleil. On sort de l'époque de ce qu'on appelait les pierreuses, c'est-à-dire ces chanteuses réalistes, façon Piaf, Damia. Parce que toutes les chanteuses auparavant, qui étaient dans la même catégorie de Dalida, c'était des femmes figées. Et Dalida arrive justement avec la légèreté. Et Bambino, c'est le symbole de cette légèreté toute méditerranéenne. Née en Égypte de parents italiens, Yolanda Gigliotti est une fille de la Méditerranée. Grâce à son physique avantageux, elle est élue en 1954 Miss Égypte. C'est là qu'elle se fait remarquer par un réalisateur, Marc de Gastine. Il lui offre son premier rôle au cinéma.
Je voulais toujours être une artiste, je ne savais pas exactement quoi, mais actrice de cinéma ou de théâtre, chanter, mais je voulais être quelqu'un, voilà. Il y avait une force en moi qui me poussait à faire quelque chose dans le spectacle. Et c'est Marcotte Gastine, ce metteur en scène, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne monterais pas à Paris, pourquoi tu ne viendrais pas à Paris chanter tu peux toujours essayer. Et moi, je n'attendais que ça. J'ai pris mes valises bien sûr vides, mais pleines de rêves. C'était vide parce que j'avais pas un sou, mais il y avait beaucoup de rêves là-dedans. Quand elle a eu cette proposition de Marcotte Gastine, elle a sauté sur l'occasion, au grand désespoir de ma mère, qu'elle pleurait en pensant que sa fille allait peut-être devenir une fille de joie. Grâce à son accent italien, on lui propose de chanter dans les cabarets à la mode. J'ai chanté à la Villa d'Est et au Drap d'Or pour la première fois, puis je dis que c'était pas bon du tout, il fallait que j'apprenne à chanter. Avec l'argent que j'avais gagné, j'étais chez un professeur, j'ai pris des leçons de chant. Et ce professeur, c'est Roland Berger. Des années après, il se souvient comment Dalida lui avait été recommandée par un ami. Et un jour, effectivement, il m'a dit, il y a une fille qui arrive du Caire. Oui. Elle n'a aucun talent. Elle ne fera jamais rien, mais au moins celle-là va te faire gagner de l'argent. Ah bon? Et effectivement, tu m'as plu parce que c'était comme une espèce de rayon de soleil qui arrivait chez moi. Roland Berger, c'est une espèce d'ours, un peu caractériel. C'est un professeur de chant assez génial, mais il n'en fait qu'à sa tête. Elle avait compris que pour réussir, il fallait beaucoup travailler. Ça ne suffisait pas d'être belle ou d'avoir du talent, il fallait tout ça vraiment le perfectionner. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'accroche et il voit la voix. Dalida sait désormais chanter, et c'est lors d'un radio-crochet à l'Olympia qu'elle est repérée. Qu'est-ce que tu chantais ce soir-là? Eh bien, ce soir-là, j'ai chanté « Prends ma main, car je suis étrangère ici, perdue dans le pays bleu, étrangère au paradis. » Dalida ne le sait pas encore, mais dans la salle, 3 hommes sont tombés sous le charme. Dalida va bénéficier d'une trinité, cette trinité qui est formée donc par Cocatrix, qui dirige l'Olympia. Lucien Maurice, qui lance une nouvelle station de radio qui s'appelle Europe 1. Et puis Eddie Barclay, qui commençait à faire parler de lui, mais qui cherchait une reine pour sa maison de disques, puisqu'il venait d'emporter le 45 tours d'Amérique. Parmi ces jeunes chanteuses, il y avait une jeune fille qui s'appelait Dalida, qui avait une grande robe de satin blanc et qui allait jusqu'à terre et qui a chanté 2 chansons. Sur une des chansons, elle a fait du succès, sur l'autre moins, parce qu'elle était tellement émue que sa voix tremblait un peu. Et là, nos 3 amis, là, Barclay, Maurice et Cocatrix, se rendent compte qu'ils sont face à quelque chose d'inédit. Elle a une voix. Elle a quelque chose, elle a une voix et elle a quelque chose de troublant. Les 3 hommes voient en Dalida la chanteuse à succès qu'ils attendaient. Mais pour Lucien Maurice, elle devient très vite plus qu'un coup de foudre professionnel. Lucien Maurice lui laisse sa carte et lui dit « Venez me voir ». Et le lendemain, elle vient le voir à son bureau. Et là, il a cette phrase légendaire « Je vous attendais ». Et Dalida répond « Moi aussi ». Voilà. Il lui apprend à chanter, il lui apprend à se tenir en scène, il lui trouve ses chansons, ses 2 premiers disques, son 3e disque Bambino, et en plus, il devient discrètement l'homme de sa vie. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de 2 cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir, un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour. Désormais, Lucien Maurice veille sur sa chanteuse. Lui, c'est un Pygmalion dans le sens où il aime forger un personnage, forger une identité de vedette. Il va complètement modeler Dalida. Il va être le Pygmalion Dalida. Elle va être sa créature à ce moment-là. C'est une débutante, on sait tout à fait ce qu'il